Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est l'impact de la lassitude dans le marketing d'influence. Donc, tout d'abord, on va voir l'introduction, ensuite la revue de littérature, ensuite le résumé de l'étude qualitative et enfin l'étude quantitative. Donc, le marketing d'influence est une stratégie marketing permettant à une entreprise de faire la promotion de son produit ou service en s'appuyant sur la notoriété d'experts et de personnalités reconnues dans leur domaine, des influenceurs ou des leaders d'opinion, afin qu'ils diffusent le contenu de la marque à leur communauté. Donc, quelques chiffres clés. Ça représente 11,8 milliards de chiffre d'affaires en 2021, soit 20 fois plus qu'en 2015. Il y a 11 fois plus de revenus sur investissement que la publicité classique. Et 92% des responsables utilisent ces techniques de marketing d'influence. Donc ensuite, l'intérêt du sujet, c'est la lassitude. La lassitude, c'est la surexposition de la population au marketing d'influence, qui entraîne une compréhension plus grande de son fonctionnement et ainsi une perte d'intérêt, donc une certaine lassitude, de ce système exploité par la majorité des influenceurs. Donc comme exemple, on avait choisi Cara Delevingne. Donc il y a eu une certaine lassitude due à son comportement. Donc en fait, les gens la suivent pour le mannequinat et non pas pour ses photos qui sont devenues de plus en plus étranges sur ses réseaux. On peut notamment voir la différence de like entre la publication en quelque sorte du mannequinat qui est à droite et une publication un peu étrange de Cara Delevingne qu'elle va poster sur ses réseaux. Ensuite, on a aussi Sana et Naël. Donc là, on a choisi des influenceurs français, c'est un couple. Et en fait, ils ont fait beaucoup trop de même contenu et aussi énormément de placements de produits. Et en fait, ce qui a donc classé leurs internautes. Et donc, ils ont perdu un grand nombre de followers. Ils stagnent un peu sur les réseaux et ils évoluent pas du tout dû à cette lassitude. Donc, l'enjeu pour les influenceurs, c'est de comprendre les facteurs qui peuvent amener la population ou les consommateurs à une lassitude de leur contenu afin d'éviter ce processus et de pouvoir garder et étendre leur influence. Donc, on se pose la question, dans quelle mesure l'évolution de l'image de l'influenceur, de sa communauté et celle du consommateur pourrait susciter la lassitude et l'intention de se désabonner. Donc là, on a les références bibliographiques. Donc pour le plan, on va d'abord voir les caractéristiques liées à l'influenceur. Ensuite, on va voir les caractéristiques liées au consommateur et donc les apports de la théorie de l'identité sociale. Et enfin, les caractéristiques liées à l'attitude et aux intentions d'achat et le rôle de la congruence. Alors, nous allons maintenant passer à la première partie de la revue de littérature, qui contient donc, premièrement, le rôle de l'expertise, de l'authenticité et de la fiabilité. Deuxièmement, l'influence de son attrait physique. Et troisièmement, l'influence de l'attrait social. Donc, au diapo, vous avez les différents modèles conceptuels que nous allons exploiter tout au long de cette partie. Alors, tout d'abord, nous allons définir quelques termes spécifiques, donc l'expertise, l'authenticité et la fiabilité. Donc l'expertise, ça représente la compétence dans un domaine précis. L'authenticité, ça représente le caractère de ce qui est authentique, la véracité ou bien la crédibilité incontestée. Et pour finir, la fiabilité, c'est un trait permettant de mériter la confiance. Donc pour mieux comprendre la façon dont les organisations mettent stratégiquement en œuvre le marketing d'influence, l'article Marketing d'influence au sein des organisations interentreprises utilise une approche basée sur les théories d'utilisation, en mettant l'accent sur la défense des employés, le marketing de référence client et l'approbation organisationnelle. Donc le marketing d'influence B2B implique plus souvent des industries spécifiques ou de niche. Et au sein du B2B, les individus viennent d'un domaine particulier et opèrent généralement au sein d'un public plus restreint, contrairement au marketing d'influence B2C. Alors les nouvelles relations peuvent être favorisées par le biais du réseau des influenceurs, pour étendre la portée du réseau des marques grâce à des activités de marketing d'influence. Et en créant un contenu basé sur l'approbation et l'expérience et en générant un engagement, les personnes influentes permettent la communication avec des publics préexistants et nouveaux. Donc dans la conceptualisation du marketing d'influence de cet article, l'objectif est de créer de la valeur à vie grâce à des relations interconnectées dans une base de clientèle élargie telle que promue par des personnes influentes. De plus, les activités réseaux sociaux des influents incluent la promotion de l'entreprise en diffusant du contenu basé sur l'expérience et en créant un contenu authentique et spécialisé lié à la marque, connu sous le nom de contenu basé sur l'endossement. Cela peut être fait en développant des tactiques spécifiques, donc comme certains types de contenus, l'orientation de la communication, et ou des approches stratégiques, donc comme des relations existantes ou nouvelles relations ou collaboratives. L'engagement actif donc entre les personnes influentes et la stratégie marketing influente des marques se traduit par une confiance et un engagement accru en raison des attributs et de la portée des personnes influentes.
En tirant parti de ces relations, l'organisation B2B peut établir des liens et collaborer avec des personnes influentes internes et externes. Et par conséquent, l'efficacité d'une collaboration influente repose sur la confiance et l'engagement entre les parties impliquées dans la collaboration. Les marques B2B peuvent choisir de collaborer avec des employés, donc en interne, et ou des experts industriels, donc en externe, au sein de leurs réseaux commerciaux qui sont authentiques, compétents et influents au sein de la communauté. On peut alors conclure, suite à ce que l'on vient de voir durant ce premier point, que les hypothèses 1 et 3 du modèle conceptuel de l'article 5 sont validées car l'expertise et l'attractivité d'un influenceur impactent positivement la confiance en l'influenceur. Donc maintenant, on va voir que l'authenticité, en fonction du domaine, la définition, elle peut différer un petit peu. Donc en sociologie, l'authenticité, elle est définie comme le fait d'être fidèle à soi-même ou aux autres. Et donc elle implique la sincérité, l'authenticité, la véracité et l'originalité. Pour ce qui est de la communication marketing, donc Baker et Martison, donc, en 2002, ils affirment que l'authenticité, elle peut être déterminée par la volonté du praticien, donc d'être identifié ouvertement, publiquement et personnellement comme le persuadeur. Et pour le marketing des médias sociaux, l'authenticité, ça correspond à l'intention réelle de l'influenceur, étant donné qu'il peut publier et recommander n'importe quel produit ou service contre une rémunération externe. Donc l'hypothèse 2 de l'article 5 stipule que l'authenticité d'un influenceur, donc ça influence positivement la confiance pardon, dans l'influenceur, donc c'est justifié dans les écrits. L'authenticité était plus importante pour les relations faibles, donc ce qui suggère en effet significatif de l'authenticité dans la phase initiale d'une relation influenceur-suiveur. Et alors que l'authenticité, elle a été énormément soulignée dans l'industrie et dans le milieu universitaire, son rôle spécifique, lui, n'a pas été identifié. Cela indique que l'authenticité, donc, elle est moins convaincante pour ceux qui regardent les posts de l'influenceur fréquemment et qui y passent plus de temps, et qui sont donc devenus familiers avec l'influenceur. Et donc de cette manière, il faut faire attention car si l'authenticité, elle n'est pas présente, l'intention perçue par le récepteur du message peut être affectée par la tentative de persuasion et de manipulation de l'orateur. Donc concernant la confiance, donc, je vais vous montrer quelques études. Donc l'étude de Eyal en 2018, elle a rapporté que 92% des utilisateurs des médias sociaux, ils font plus confiance aux influenceurs qu'aux canaux de marketing traditionnels. Concernant celle d'Ipsos en 2019, ça montre que 46% des répondants, ils ne font pas confiance aux journaux, magazines, TV et radio. Celle d'Edman en 2019, elle renforce l'idée et elle nous dit que 63% des répondants se fient davantage aux recommandations des influenceurs qu'à la pub des marques par les médias traditionnels. Et des échanges satisfaisants entre l'influenceur et les suiveurs renforcent positivement le lien relationnel, donc ce qui génère un plus grand engagement des clients. L'authenticité seule, elle ne peut pas suffire à maintenir la confiance si l'influenceur il est fortement consommé par ses adeptes. En outre, l'expertise, elle est essentielle à la confiance d'une relation forte, mais par contre pas dans une relation faible. Donc, l'hypothèse H5 du modèle conceptuel numéro 2 confirme que l'attrait physique envers un influenceur a un impact positif sur la fiabilité, l'expérience perçue de l'influenceur et les relations parasociales. Donc, les relations parasociales, on rappelle que c'est une relation sociale à sens unique dont une personne peut faire l'expérience vis-à-vis d'une personnalité publique ou d'un personnage de fiction. Et la personne concernée peut développer des sentiments d'amitié, bien qu'elle n'ait peu ou pas d'interaction directe avec l'objet de ses sentiments, construite avec lui. Donc, en reprenant le modèle numéro 2, l'attrait social est montré comme attribut de l'influenceur ayant l'association la plus forte sur les caractéristiques perçues, donc fiabilité, expertise perçue et relations parasociales. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la revue de littérature qui est les caractéristiques liées aux consommateurs, notamment les apports de la théorie de l'identité sociale. Donc tout d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est que la théorie de l'identité sociale. C'est une théorie psychologique sociale qui décrit la conception de soi des membres d'un groupe et comment cela affecte leur attitude et leur comportement envers les autres groupes. Elle met surtout l'accent sur l'importance de l'identité sociale dans la construction de soi et dans les relations avec les autres groupes, donc intergroupes. Étant donné que les individus participent souvent à de nombreux groupes dans leurs activités sociales, ils peuvent former des identifications sociales multiples et hiérarchisées. Et notamment en raison de la tendance des gens à favoriser leur groupe interne par rapport aux autres groupes, l'identité sociale, elle peut affecter leurs croyances, leurs attitudes, leurs interactions et leurs comportements. Donc, l'identité sociale, elle comprend trois facettes principales que l'on retrouve dans le modèle conceptuel de l'article 1. Donc, l'identité sociale cognitive, évaluative et affective. Donc, on va commencer par l'identité sociale cognitive. Qu'est-ce que c'est? L'identité sociale cognitive elle fait référence à un processus de catégorisation dans lequel les individus ils forment leur conception de la communauté et de l'appartenance.
Ils prennent notamment conscience des similitudes avec les autres membres de leur communauté, des différences avec les étrangers. Et cette forme d'identité, elle est souvent associée notamment au processus d'appartenance à un groupe social et à la perception de soi qui en découle notamment. Ainsi, les individus, en accordant une attention particulière aux informations pertinentes pour leur groupe d'appartenance, ils peuvent se sentir fortement liés à un groupe social et chercher notamment à renforcer ce lien en se conformant aux normes et aux attentes du groupe auquel ils appartiennent. Ensuite, on a l'identité sociale évaluative qui, elle, reflète l'interprétation que les membres ont de leur importance et de leur estime de soi en tant que membres de leur communauté et de ce groupe. Et cette forme d'identité, elle est souvent associée à la reconnaissance sociale et à la recherche de validation des autres. Lorsqu'un individu il a une identité sociale positive notamment, il ressent une valeur personnelle accrue en raison de son appartenance à un groupe considéré comme prestigieux ou valorisé dans la société. Et cela peut se traduire par une fierté, une confiance en soi et des émotions positives associées à l'identification de ce groupe. En revanche, lorsque l'identité sociale est dévalorisée, cela va forcément et peut entraîner une baisse de l'estime de soi et des émotions négatives. Donc tous ces facteurs-là, ils peuvent influencer les attitudes et les comportements des consommateurs et des individus envers leur groupe ou même d'autres groupes plus généralement. Pour finir, du coup, on a l'identité sociale affective, elle, qui capte les sentiments émotionnels des membres et leur engagement vers la communauté, tels que le sentiment d'appartenance, l'attachement et le sens de la communauté. Et cette forme d'identité sociale, elle est souvent associée à l'épanouissement personnel et à la satisfaction des besoins affectifs des individus. Elle implique notamment l'importance des émotions dans la construction d'identité sociale, tout comme celle évaluative. Elle peut être positive ou négative selon les émotions ressenties dans le groupe et peut affecter son comportement au sein de ce même groupe et même envers les autres groupes plus généralement. Donc, comme on l'a vu dans le modèle conceptuel, l'hypothèse numéro 1 a été validée, qui est la suivante. L'identité sociale affecte positivement l'intention des abonnés d'adopter les suggestions d'achat des influenceurs. Donc, pour la troisième partie, on va parler des caractéristiques liées à l'attitude et aux intentions d'achat avec le rôle central de la congruence. On parlera d'abord de la cohérence entre la marque et le consommateur, ensuite des intentions d'achat, des attitudes du consommateur et finalement des intentions d'achat et de recommandation. Donc là, on voit les modèles conceptuels que l'on a utilisés. Tout d'abord, l'idée générale de ce modèle conceptuel est de déterminer les effets d'une congruence forte ou faible entre les consommateurs, les influenceurs et les marques et produits sur les attitudes des consommateurs, ici définies comme des prédispositions affectives et évaluatives à répondre favorablement ou défavorablement à la cible. La validation de l'hypothèse H1 de l'article 5 montre que lorsque la cohérence consommateur-influenceur est élevée, la cohérence consommateur-produit et influenceur-produit suit des dynamiques similaires, qu'elles soient positives ou négatives. Les auteurs de ce modèle conceptuel montrent la cohérence entre le consommateur, l'influenceur et le produit comme éléments qui sont liés et non indépendants de chacun. Ces trois cohérences sont mises au premier plan, notamment à travers la théorie de la dissonance cognitive, décrite par Heider en 1946, et la théorie de la congruence par Osgood et Tannenbaum en 1955. Ces théories tendent à dire que tout tend à l'équilibre, car le développement de cognition inconsistante créerait un inconfort mental. Pour ce qui est de l'attitude du consommateur, les attitudes envers les produits peuvent refléter le niveau de congruence entre l'image des produits et l'image de soi des consommateurs. Les consommateurs ont tendance à développer des évaluations plus positives des produits qui évoquent des images perçues similaires à leur propre image de soi, ce qui se traduit par des attitudes plus positives. Les attentions offrent de fortes prédictions sur le comportement ultérieur des clients, de sorte qu'elles représentent la volonté des clients d'adopter un comportement particulier. Si les clients développent des attitudes positives envers un produit ou une marque, ils sont également plus enclins à le recommander à d'autres personnes. Pour ce qui est des intentions d'achat et de recommandation, en fait, de cette manière, les attitudes des consommateurs sont cruciales pour comprendre leur intention comportementale. Les cadres proposés impliquent également en effet, un effet indirect de la congruence consommateur-produit sur les intentions comportementales des consommateurs d'acheter ou de recommander le produit par le biais de l'attitude. D'un autre côté, la confiance, elle, agit directement sur l'intention d'achat. La recherche d'équilibre présente dans la congruence exprime une quête de l'homophilie dans nos relations parasociales, et comme montré dans l'hypothèse 3 de l'article 4, cela augmente l'intention d'achat découlant d'un meilleur engagement du consommateur. En reprenant en plus le modèle conceptuel 2, les résultats de l'étude confirment qu'en plus de l'attitude des consommateurs, les caractéristiques des influenceurs perçus par les followers ont un impact fort sur l'intention d'achat de ce dernier, et notamment les relations parasociales entre un influenceur et un follower ou sa communauté.
Nous allons passer rapidement les resource gaps des articles étudiés pour se concentrer sur ceux que nous avons utilisés. Nous avons décidé de nous concentrer davantage sur la diversification du contenu et l'innovation des contenus de l'influenceur, le changement de l'identité et de l'image directement de l'influenceur et l'évolution de l'image de soi et la lassitude du consommateur et ce qu'il va ressentir envers justement l'influenceur. Donc, pour rappeler notre problématique, elle est dans quelle mesure l'évolution de l'image de l'influenceur, de sa communauté et celle du consommateur pourrait susciter la lassitude et l'intention de se désabonner. Alors, nous allons maintenant voir les résultats de l'analyse qualitative. Donc, au travers de nos 2 thèmes principaux, nous avons séparé notre analyse horizontale en 4 thèmes, tournant autour des critères principaux influençant une certaine lassitude des influenceurs. Donc, la perception de l'attrait physique de l'influenceur, la perception de sa personnalité, celle de son contenu et finalement l'impact des nouveaux influenceurs. Ainsi, nous avons pu remarquer que la perception la plus importante pour les consommateurs est celle de son contenu et que la standardisation d'un type ou format du contenu ou les informations de composants provoquent de manière plus rapide un sentiment de lassitude de l'influenceur chez les followers. Dans notre modèle conceptuel basé sur notre revue de littérature, la communauté de l'influenceur et l'évolution de l'image perçue de celle-ci nous apparaissaient comme étant un élément principal. Cependant, notre analyse horizontale montre un impact trop minime pour être prise en compte dans ce phénomène. En se focalisant cette fois sur notre facteur attrait physique, nous proposions que si un consommateur percevait un attrait physique envers un influenceur, cela ralentirait le processus de lassitude envers ce dernier. Néanmoins, l'analyse des résultats de notre étude émet l'idée que l'aspect de modération de la personnalité était peu exploitable et nous nous sommes par conséquent concentrés sur l'impact d'une corrélation entre la personnalité de l'influenceur et celle du consommateur. Donc, au travers d'une enquête par questionnaire Google Forms, administrée en ligne visant à analyser l'impact de la lassitude envers les influenceurs, nous avons recueilli un échantillon de 78 personnes, qui était constitué de 46 femmes et 32 hommes de 18 à 75 ans, suivant un ou plusieurs influenceurs sur les réseaux sociaux. L'échelle de mesure choisie est l'échelle de Likert en 7 points, allant de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Et notre traitement statistique s'est fondé sur une validation des échelles de mesure sous SPSS. Pour présenter les variables, on a d'abord la standardisation du contenu, qui fait référence à la normalisation ou à la régularité d'un contenu produit par un influenceur sous forme de publication ou de story sur les réseaux sociaux sur lesquels il est présent. L'évolution de l'image de l'influenceur fait quant à elle référence au changement que perçoivent les gens chez l'influenceur. Cette perception peut concerner plusieurs caractéristiques liées à l'influenceur, notamment la personnalité, l'attrait physique ou encore son contenu. Et ces facteurs sont influencés par l'évolution de son style de vie, la relation qu'il entretient avec ses abonnés, sa notoriété, ainsi que l'évolution au fil du temps de son public. En troisième échelle, nous avons la personnalité, c'est-à-dire l'influenceur et trait de personnalité consommateur. Donc, en définition, la personnalité, c'est ce qui constitue la personne, c'est ce qui la rend psychiquement, intellectuellement et moralement distincte de toutes les autres. Donc, l'échelle originale, cette échelle évalue les traits de personnalité, c'est-à-dire celle du Big Five. Et en quatrième, nous avons l'identité perturbée, changée en identité instable ou perturbée. Donc, l'image perturbée est une image mentale qui est généralement peu résistante à un changement. Ce changement peut être lié à nos habitudes, aux personnes que l'on fréquente, que l'on suit sur les réseaux sociaux, par exemple. En cinquième, donc on a la lassitude, donc c'est un état d'épuisement émotionnel et mental envers le contenu de l'un de mes influenceurs. Cette lassitude, donc, elle peut être multiple, comme par exemple se sentir soit irrité, soit irritable, lassé ou encore désintéressé par le contenu qui m'est proposé. En 6, nous avons les relations parasociales, donc ça a déjà été défini au préalable. En 7, nous avons l'intention de se désabonner, donc c'est vu comme un acte de dissolution de relation avec l'influenceur. En 8, nous avons l'intention de ne plus interagir avec ces posts. Donc, l'engagement du consommateur, c'est un concept clé dans la recherche et la pratique du marketing. C'est donc la volonté des utilisateurs, en fait, en apprendre davantage sur la marque, que ce soit à la fois sur les produits et sur les services, donc ce qui offre davantage de possibilités d'engagement actif par le biais d'interactions entre la marque et les utilisateurs. En 9, nous avons l'intention de suivre de nouveaux influenceurs. Donc ça, c'est la volonté de s'abonner et de suivre le contenu de nouveaux influenceurs. Nous allons passer maintenant aux hypothèses de recherche du coup que nous avons découlées avec notre modèle conceptuel. Donc, on a émis 12 hypothèses au total. En H1, nous avons la standardisation et l'évolution de l'image de l'influenceur qui favorise la lassitude.
En H2, nous avons la compatibilité entre personnalité de l'influenceur et les traits de personnalité du consommateur qui eux-mêmes favorisent la lassitude, avec en sous-hypothèse la compatibilité entre les 5 variables du Big Five et celle de l'influenceur et du consommateur qui favorise la lassitude. En H3, nous avons l'identité perturbée qui elle-même aussi favorise la lassitude. En H4, la standardisation et l'évolution de l'image de l'influenceur qui défavorise les relations parasociales. En H5, nous avons la bonne compatibilité entre personnalité de l'influenceur et les traits de personnalité du consommateur qui favorisent les relations parasociales, avec en sous-hypothèse de même que pour H2, avec les 5 variables du Big Five qui favorisent les relations parasociales. En H6, du coup, nous avons l'identité perturbée qui défavorise les relations parasociales. En H7, nous avons la lassitude qui favorise l'intention de se désabonner. En H8, la lassitude qui favorise l'intention de ne plus interagir. En H9, la lassitude qui favorise l'intention de suivre de nouveaux influenceurs. En H10, H11 et H12, du coup, nous avons les relations parasociales qui favorisent l'intention de se désabonner, qui favorisent l'intention de ne plus interagir et qui favorisent l'intention de suivre de nouveaux influenceurs. Au cours de notre étude, on va voir du coup notre modèle conceptuel qui a été modifié et que nous avons seulement laissé les hypothèses qui ont été validées. Pour faire un petit résumé, on peut voir que la standardisation et l'évolution de l'image de l'influenceur vont favoriser la lassitude. Au niveau de la compatibilité des personnalités de l'influenceur et du consommateur, on a l'extraversion, l'agréabilité et la névrosité qui vont favoriser la lassitude. Contrairement à la conscience et à l'ouverture d'esprit qui, elles, vont favoriser les relations parasociales. L'identité perturbée est également montrée comme favorisant les relations parasociales. Et dans l'autre bloc, on a justement la lassitude qui va, elle, favoriser l'intention particulièrement de se désabonner et les relations parasociales qui, elles, favorisent l'intention de suivre de nouveaux influenceurs. Maintenant, nous allons voir du coup qu'est-ce que ça implique au niveau managérial. À partir des résultats de nos recherches, nous avons pu déterminer que la lassitude pouvait être influencée par plusieurs caractéristiques du consommateur et de l'influenceur. Dans un premier temps, les influenceurs doivent s'efforcer de créer, de renforcer les relations parasociales avec les consommateurs. Pour cela, plus l'influenceur va être authentique et vrai avec sa propre personnalité, et plus des gens ayant des traits de personnalité similaires iront instinctivement vers lui, ce qui est notamment prouvé avec le principe d'homophilie qui est défini comme un processus dans lequel la population tend à se rapprocher de personnes de communautés qui émettent des personnalités et des valeurs similaires. De plus, comme le montrent nos résultats, les influenceurs devraient continuer à exploiter un contenu différent et créatif, car dans le cas d'une standardisation de contenu, cela favoriserait l'apparition d'un sentiment de lassitude envers l'influenceur. Aussi, l'évolution de l'image de l'influenceur, si elle est liée à une image négative, c'est forcément un élément qui peut mener facilement à un sentiment de lassitude. Donc, pour être efficace, les influenceurs ils se doivent donc d'apporter de la pertinence, de l'honnêteté et de l'authenticité dans le contenu qu'ils proposent et dans l'image qu'ils exposent d'eux-mêmes à leur communauté pour réussir et pour pouvoir garder leur communauté. Donc, cette étude confirme que la lassitude ressentie par rapport à un influenceur dépend davantage d'éléments qui lui sont propres ici, l'évolution de son image et la standardisation de son contenu. Néanmoins, la corrélation de certains traits de personnalité de l'influenceur et du consommateur ont un impact aussi bien sur la lassitude que sur les relations parasociales. Comme on l'a dit précédemment, la communauté et sa perception est quant à elle exclue d'un potentiel impact sur la lassitude d'un influenceur. Et de plus, on confirme que notre perception proposée, soumettant l'idée d'une relation de cause à effet entre la lassitude et les intentions comportementales, mais ici particulièrement avec l'intention de se désabonner de l'influenceur. Alors nous allons maintenant voir pour finir les discussions, les limites et les recherches futures par rapport à notre mémoire. Donc malgré l'importance encore grandissante des influenceurs, les recherches scientifiques adressant une possible lassitude restent modestes. De cette manière, nous proposons l'étude de l'évolution de l'influenceur et du consommateur dans le temps comme nouvelle approche qui permettrait une appréhension et une compréhension neuve du marketing d'influence. Par conséquent, nous analysons les conséquences des caractéristiques de l'influenceur d'un côté et celles du consommateur de l'autre, mais également la corrélation de leur personnalité afin de déterminer leurs effets sur la lassitude, les relations parasociales, mais également l'impact de ces dernières sur des intentions comportementales comme l'envie de se désabonner de l'influenceur, par exemple. Les résultats montrent qu'une standardisation du contenu de l'influenceur et une évolution de son image d'un degré fort engendrera plus facilement une lassitude envers ce dernier. Et pour l'évolution de l'image de l'influenceur, cela suit la théorie de l'équilibre de Heider, où les consommateurs cherchent à éviter des situations de déséquilibre. Donc, si l'influenceur ne véhicule plus les mêmes valeurs ou répète le même contenu constamment, cela favorisera la lassitude. Contrairement aux littératures précédentes ainsi qu'à notre réflexion autour de cette hypothèse, la compatibilité de certains traits de personnalisés
ça favorise le processus de lassitude ressenti envers un influenceur. Donc, concernant la névrosité, c'est un trait de caractère qui est négatif. Cela, ça peut entraîner, peut être expliqué par le fait d'une compatibilité forte serait néfaste pour le consommateur. Et quant aux deux autres traits, une similarité trop haute est enclin à mener à un certain inconfort. Cependant, du côté des caractéristiques propres aux consommateurs, à l'inverse de la littérature précédente, l'identité perturbée favorise les relations parasociales. Donc en effet, un consommateur qui voit son image évoluer ou la présence de fortes variétés de contenus sur Internet et donc pas son besoin, oui, ou la présence de fortes variétés de contenus sur Internet, bah, en fait, il n'a pas, par son besoin de changement, est enclin à former de nouvelles relations parasociales. Donc même si on identifie des éléments indépendants à prendre en compte du côté de l'influenceur, mais aussi du côté du consommateur, eh ben, les résultats ils montrent également l'importance d'une mécanique de cohérence entre la personnalité du consommateur et de l'influenceur qui impacte la lassitude envers ce dernier. Et du coup, ce résultat il est appuyé par la théorie de la congruence exploitée dans notre revue de littérature, dans laquelle les personnes tendent à être cohérentes avec eux-mêmes au travers d'autres personnes, bah, en fait ici l'influenceur. Pour ce qui est des intentions comportementales, les études précédentes sont validées et montrent que la lassitude d'un influenceur ressenti pousse les consommateurs à manifester des intentions de se désabonner. En effet, plus ce processus de lassitude amenant à s'éloigner psychologiquement de son influenceur est fort, plus l'envie de se séparer définitivement de ce dernier est présente. Finalement, la volonté du consommateur de multiplier les personnes avec qui il se sent proche, donc l'augmentation de relations parasociales, le pousse à aller s'abonner à de nouveaux influenceurs. Pour ce qui est des limites, nous devons par ailleurs du coup prendre en compte la présence de certaines limites au sein de notre étude pouvant avoir des implications lors de futures recherches. Premièrement, les répondants à notre questionnaire sont tous originaires d'un seul pays. Pour permettre de généraliser cette étude, un échantillon plus large en termes géographiques serait intéressant, puisque les habitudes de consommation du contenu, la perception des influenceurs, ainsi que la corrélation entre ces traits de personnalité et ceux du consommateur, impactant la lassitude, peuvent être différents en fonction du pays ou de la région étudiée. De plus, pour accroître la validité des arguments que nous avançons, notre étude s'appuie spécifiquement sur les influenceurs. Cependant, le domaine du marketing d'influence peut également se porter sur les célébrités ayant des relations moins proches établies avec les consommateurs. De prochaines recherches pourraient répliquer notre étude en incluant cette notion pour avoir une vue englobant davantage le marketing d'influence et le phénomène de lassitude en son sein. Au cours de notre étude, en plaçant la construction des relations parasociales en opposition de la lassitude, nous avons examiné leur impact sur les intentions comportementales de manière parallèle. Un autre chemin de recherche exploitable pourrait inclure un aspect de corrélation entre ces deux phénomènes afin de déterminer la présence d'un impact simultané et les différences que cela causerait sur l'impact envers les intentions comportementales. Et finalement, en notant les différences conceptuelles dans le fonctionnement des différents réseaux sociaux et médias sociaux, de futures études pourraient identifier des similarités ou des contrastes. Possiblement que des courts formats rythmés comme TikTok seraient moins enclins à provoquer une lassitude des influenceurs, contrairement à YouTube qui, eux, vont proposer des formats en général plus longs. Merci de votre attention.